Notre métier est un métier complexe. Il suffit de voir ce que le reste du monde comprend de notre métier, de notre quotidien, pour voir combien celui-ci échappe complètement à la compréhension du plus grand nombre. Face à cette complexité, nous pourrions penser que pour faire ce métier, il faut passer à tout prix par des études complexes, longues et sélectives. Et pourtant, notre métier, notre profession, est rempli d'autodidactes. Mais alors, notre métier est-il si complexe s'il peut s'apprendre sans enseignement ? Est-ce que c'est l'enseignement qui est à revoir intégralement pour notre métier ? Et surtout, si le commun des mortels ne semble pas comprendre notre métier mais que tout le monde peut l'apprendre, qu'est-ce qui nous différencie réellement ? Pour répondre à ces questions d'apprentissage, je ne reçois pas Néo, mais il s'y connaît en compétences apprises depuis sa chaise. Anthony, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Anthony, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ça fait pas mal de monde. Donc Anthony Kepirkio, développeur autodidacte depuis une quinzaine d'années. Je m'y intéresse depuis un peu plus, mais... Et actuellement, je suis donc tech lead pour le groupe TF1 dans une business unit orientée pub. Ok. Alors du coup, comment tu... Donc on se voit pour parler donc, du sujet donc, effectivement d'être autodidacte. Donc tu es effectivement autodidacte. Quand tu dis que tu es dev depuis 15 ans, comment est-ce que tu comptes ces 15 années? C'est depuis ta découverte du dev? C'est depuis ton premier chèque reçu? Comment tu comptabilises ça? Alors c'est à peu près depuis mon premier envoi de CV vide à Pôle emploi pour une offre d'emploi vers Poitiers qui a jamais rien donné. Et donc là où j'ai commencé à me mettre en freelance pour essayer de bosser là-dedans et où j'ai commencé à avoir 2-3 contrats, essayer de me professionnaliser. Moi je trouve ça intéressant toujours. Du coup c'est quoi? Ça a été une réorientation professionnelle pour toi? C'était un parcours de réorientation? Tu avais un autre métier avant Alors j'avais pas vraiment de métier en fait, c'était quand même du boulot, mais j'étais intérimaire. En fait j'ai quitté le cadre scolaire super tôt. Ça fait que je me suis mis à bosser donc à l'usine, sur des chantiers, un petit peu tout ce qu'on trouvait avec une boîte d'intérim. Je faisais beaucoup de soirées aussi à côté. Et dans ces soirées, je commençais à faire des flyers, c'est un truc qui me plaisait, de faire un peu de l'aspect visuel. Et j'ai commencé à vouloir faire aussi, mettre ça en ligne, parce que c'était une époque où il y avait encore beaucoup de forums aussi. Donc on essayait de se faire des web radios sur les forums en PHP-BB. Et donc là, ça m'a poussé à faire un peu de Flash. C'était il y a vraiment longtemps, PHP-BB. Ouais, ça date un peu. Donc on avait fait une petite web radio, il avait fallu faire un player en Flash, il fallait découvrir un petit peu ça, et puis il y avait aussi, je sais pas si tu te souviens, mais le site du zéro. Il me semble que c'était le site du zéro qui était avec la mascotte bleue et qu'on pouvait télécharger, il y avait un zip où tu pouvais télécharger tout le site, et donc tu pouvais apprendre le réseau, et tu pouvais apprendre un paquet de choses, et c'était assez exceptionnel. Donc là j'ai commencé à me mettre dedans, et à m'intéresser à ce qu'on pouvait faire sur le net. C'était aussi une époque où on s'amusait un petit peu avec Mega Upload, RapidShare et autres, à faire des débriders. C'était de la bidouille comme ça. Et là, à un moment donné, j'en ai eu marre de l'usine. Ça m'a un peu rendu fou. Et je me suis dit, je vais m'enfermer et je vais faire ça comme boulot, quoi. Donc je me suis enfermé dans mon appart. Et j'ai voulu apprendre au maximum, faire plein de projets pour basculer dans ce métier-là. Donc c'était justement la question que j'étais en train de préparer et de formuler, c'était est-ce que tu as commencé à faire ce métier au moment où tu as réalisé que tu pouvais faire ce métier, ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'étais dit je veux faire ce métier, donc du coup je vais faire en sorte de me former pour pouvoir faire ce métier? Donc ça a été une prise de conscience que tu t'es dit je veux en faire mon taf, mais faut que je monte un peu en compétences pour pouvoir être plus professionnel, c'est ça? C'est ça. En fait, ça faisait un moment que je voulais le faire. J'avais quelqu'un dans ma famille qui était webmaster et à qui j'essayais de gratter un peu des billes pour mieux comprendre comment ça fonctionnait. Bon, ça a toujours été une fin de non-recevoir, donc j'ai dû un peu me débrouiller.
Ce qui était compliqué, c'est que j'avais un accès à Internet très restreint. J'y avais accès une fois par semaine dans un cybercafé. Donc il fallait essayer de trouver des trucs. C'est pour ça que le fait de pouvoir télécharger le site du zéro, c'était formidable. Mais voilà, j'ai essayé d'apprendre comme ça. Et au bout d'un moment, c'est surtout le fait d'aller à l'usine à 5h du matin. J'en pouvais plus. Je me suis dit, il y a peut-être une opportunité là-dedans. Ça me plaît plus. Je vais essayer de me mettre à fond là-dedans. Après, pour être parfaitement honnête, l'année où je me suis enfermé, c'est une année qui était une année stupide. Ouais. Parce que je me suis enfermé, j'avais pas de méthode, j'avais pas de... Ça partait dans tous les sens, tu vois, c'était des soirées à faire des débriders, c'était des soirées à bidouiller sur des forums, il y avait pas de méthode, il y avait pas de cursus. Et c'est une chance aujourd'hui et un poison, c'est le fait d'avoir Internet, où il y a beaucoup de learning paths qui sont déjà présentés, mais il y en a tellement... Quand tu vois par exemple les fantasmes de développeurs full stack où tu devrais maîtriser 50 000 trucs, forcément ça décourage, tu sais même plus dans quel sens aller, quoi. Alors, ce qui est intéressant comme point, alors déjà il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais juste sur ce dernier point que tu as évoqué, c'est qu'effectivement aujourd'hui il y a une complexité, parce que donc de ce que je comprends, tu as commencé du coup à t'intéresser à ce métier-là dans les années 2000 à peu près, je dirais entre 2000 et 2005, en évoquant PHP, BB et compagnie. Moi c'est à peu près aussi à ce moment-là où j'ai commencé pareil dans une démarche d'en faire mon métier. C'était mine de rien une époque aussi où les choses étaient plus simples. On en parlait avant l'épisode un petit peu de cette évolution de la complexité. Aujourd'hui, la notion de dev full stack a de moins en moins de pertinence, tellement la complexité est forte en back-end, en front-end et compagnie, que pouvoir tout maîtriser, c'est quasiment impossible. Ma question du coup, ce serait, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore possible d'être autodidacte face justement à cette complexité foisonnante qu'on voit de tous les côtés? Est-ce que tu peux encore apprendre ce métier-là tout seul? Tu peux complètement l'apprendre. C'est peut-être même encore plus simple aujourd'hui parce que tu as plus de ressources. Et vu que on a des jobs qui sont de plus en plus hyper spécialisés, tu peux rentrer dans une hyper spécialisation assez rapidement. Mais tu vois, cette spécialisation te demande aussi d'avoir un niveau de compétence. Enfin, tu vois, certes, maintenant, tu peux faire que du React et faire des dev pure front. Mais aujourd'hui, faire du React, tu es quand même face à des gens qui ont un niveau de compétence dans le React qui est quand même assez élevé. Donc, tu vois, il faut quand même... faut step up, quoi. Complètement, et c'est ce qu'on a pu voir ces dernières années. On avait un manque de dev React, d'ailleurs, et de dev JS d'une manière générale. Ce qui fait qu'il y a plein de bootcamps qui ont popé et qui ont amené plein de juniors, et c'est de la chimie basique, quoi. On est arrivé à un taux de saturation où on peut plus assurer. Avant, on pouvait prendre des juniors, ça faisait partie du besoin. C'est ce qui m'a permis aussi de rentrer là-dedans, hein, de faire un peu mon braquage. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il y a trop de juniors. Mais dans une société saine, à mon sens, il faut suffisamment de place pour les juniors pour les faire monter en compétences. On sait qu'un junior, c'est pas un cadre, c'est pas un souci, mais c'est notre boulot de le faire monter en compétences. Donc, à mon sens, il y a encore de la place. C'est juste que là, il y a eu une saturation du marché de l'emploi. Il faut que ça revienne un peu à la normale, quoi. Ouais. Oui, après, c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui nous vendent une pénurie de développeurs. Là où, en fait, la pénurie, elle est sur un niveau d'expérience spécifique, c'est entre 2 et 5-6 ans d'expérience. Il y a beaucoup moins de pénurie sur les plus juniors ou les plus seniors, en fait. Absolument. Du coup, pour revenir, toi, à ton parcours d'autodidacte, tu nous dis que du coup, tu as eu une année qui n'était pas forcément bien construite parce qu'il n'y avait pas de parcours. Est-ce que du coup, tu as été obligé après de reprendre un parcours, enfin de te mettre en place un parcours plus construit? Ou est-ce qu'au final, ça a suffi pour toi pour apprendre ce métier? Après, ce qui m'a aidé, ça a été de faire ce que je fais depuis, c'est de résoudre des problèmes. Donc je me suis retrouvé confronté à des besoins clients, et donc il fallait que je devais résoudre le problème auquel j'étais confronté. Donc ça fait que là, j'avais pas le choix, il fallait installer un PrestaShop, le configurer et le modifier. Là, j'apprends à utiliser PrestaShop, j'apprends à faire du Smarty, j'apprends tout ce qui va derrière. Donc ça a simplifié. C'est peut-être ça aussi le cadre qui manquait avant, c'était de ne pas avoir un apprentissage basé sur les projets. Là, dès que tu passes sur des projets, ça aide énormément. Après, je suis rentré en agence, et là, en agence, c'était un peu freestyle aussi dans l'agence, mais on avait des projets qui étaient clairs, on avait la chance d'avoir un boss qui nous faisait confiance, et un responsable technique aussi qui faisait confiance, et ça a permis de pouvoir aller beaucoup plus loin, et de se professionnaliser. Ouais. Et donc du coup, sur cette année d'apprentissage, où tu t'es enfermé, comme tu dis, t'étais quoi? T'étais en mode projet, en mode tuto, c'était quoi toi ta ressource principale? Ouais, de la dopamine. Je voyais des trucs, des
des petits scripts à faire, des petits problèmes à résoudre, et je consommais ça comme des gâteaux apéro, quoi. Mais du coup, Donc, il y avait c'était quoi aucune logique. C'était les projets perso que tu montais Ouais, c'était et des que petits projets perso. faisais- C'était rendre service à des gens sur les forums, parce que je faisais aussi beaucoup de WordPress à l'époque, et ça m'avait passionné, parce que le cœur de WordPress, il est hyper passionnant, c'était super novateur, le fait d'avoir des filtres, des hooks, c'était vraiment super intéressant, ça le rendait super hackable. Ça fait que j'étais vraiment rentré dans le cœur, ce qui me passionnait, et je participais énormément à des forums, ça fait que je passais des nuits entières sur des forums, à filer des coups de main à des gens, ça fait partie de la communauté, c'est bien, mais ça paye pas grand-chose derrière. Et ça fait que je suis plus resté dans ce plaisir, en fait, où c'était plus une passion qu'autre chose. Mais du coup, cet apprentissage par le fait de décortiquer, mine de rien, ça t'apprend aussi le fonctionnement, et donc ça t'aide aussi au global dans ta compréhension de comment faire après d'autres choses équivalentes, quoi. Mais absolument, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette époque, parce que à cette époque-là, on avait tous tendance à faire nos propres frameworks PHP, ce qui finalement nous a permis de mieux comprendre comment fonctionnait un routeur, par exemple un routeur HTTP dans une application. C'est impressionnant de voir le nombre de développeurs sur le marché du travail qui ne savent pas implémenter un routeur HTTP, qui ont tellement l'habitude d'utiliser une librairie qu'une brique aussi élémentaire, c'est devenu obscur. Donc ça a permis aussi ça de mieux comprendre comment ça fonctionnait. Donc c'était plutôt une bonne période pour cette partie-là. Oui, je reviens sur cette notion de période, parce que c'est vrai que, tu vois, moi j'ai quand même l'impression aujourd'hui que même en tant qu'autodidacte, effectivement je pense que tu peux apprendre ce métier en autodidacte aujourd'hui, mais je pense que ça va être difficile aujourd'hui en tant qu'autodidacte, quand tu vas commencer à apprendre ce métier, de commencer à coder sans framework. Toi, tu as tellement de librairies, tu as tellement de choses qui existent, que quasiment tous les tutos que tu vas trouver, en fait, t'expliquent comment utiliser Symfony, comment utiliser Laravel, comment utiliser Node ou je ne sais quoi. Et que du coup, le faire sans framework, c'est devenu beaucoup plus difficile que le faire avec, parce qu'en fait, la ressource avec, elle est vachement disponible. Et mine de rien, le faire sans, ça t'apprend énormément, parce qu'effectivement, si t'as pas appris à faire un site sans framework, le concept de routage d'URL, c'est pas un truc que tu manipules, quoi. Ah, complètement, mais est-ce que tu as besoin de le connaître au final ? Dans le sens où il y a pas mal de devs qui attaquent et qui sont pas forcément devs au sens propre, dans le sens ils vont pas concevoir des nouveaux éléments, ils vont être plutôt dans l'intégration. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est plus de l'intégration de solutions, et Symfony est une solution, Laravel est une solution. Je me rappelle d'une boîte dans laquelle j'ai bossé, où dès qu'il y avait un besoin, la question c'était quel gemme on va utiliser. Ce qui fait que tu devais gérer du Corse, c'était quelle librairie Ruby on va utiliser. Alors qu'en fait, tu peux le mettre en place, quoi. C'est vrai que ça te facilite, mais c'était plus finalement un métier d'intégrateur de solutions que de développeur au sens strict du terme. Et mine de rien, tu apportes toujours une solution à ton client. Absolument. Absolument. Mais alors du coup, toi aujourd'hui, quand tu travailles notamment pour le groupe TF1, ou tu es tech lead chez TF1, j'imagine que tu peux pas avoir cette logique à chaque fois de te dire on va prendre une solution sur étagère, on va prendre un nouveau module Node, on va prendre une nouvelle extension, une nouvelle librairie. Il y a quand même une démarche, une volonté parfois de faire les choses in-house, comme on dit. Alors oui et non. Déjà, on fait du Go. Donc, quand on fait du Go, on est un petit peu allergique aux librairies. On essaye d'en prendre quand c'est vraiment nécessaire. Puis il y a moins de choix aussi de librairies. Il y a quand même pas mal de choses, mais c'est surtout qu'on est un peu réticent. On a tendance à être un peu réticent. Mais c'est surtout que quand on peut prendre quelque chose sur étagère, personnellement, je préfère. Si ça correspond aux besoins, tu vois, je pars du principe qu'une nouvelle ligne de code, c'est de la dette technique. Donc, moins on code, mieux c'est. Même si c'est un plaisir, on a envie de coder, on a envie de le faire, mais si on peut éviter, parce que si on doit coder nous-mêmes, ça veut dire qu'on va créer potentiellement de la dette technique, potentiellement de la régression, ça veut dire qu'il faut le tester, il faut automatiser les tests, donc il y a tout un tas de personnes qui vont arriver dessus, il faut le maintenir en cas de besoin, et ça va rendre les choses beaucoup plus complexes. Alors si on prend une solution qui fonctionne déjà, mais la solution, il faut aussi la maintenir, il faut s'assurer qu'elle est à jour, il faut s'assurer qu'elle est compatible avec toutes tes autres solutions à côté. C'est ça. Et qu'elle embarque pas d'autres trucs qui potentiellement t'apportent une faille ou un mauvais comportement, un mauvais effet de bord. Enfin, faire gaffe aux licences, faire gaffe à tout un tas de choses. Effectivement, ça doit être réfléchi. Mais je vois, par exemple, on a eu le cas il y a quelques années, on avait besoin d'un outil de test. On a décidé de faire un hackathon en interne où on a pris plusieurs solutions.
dont le fait de développer nous-mêmes la solution. Et vu qu'on n'avait pas réussi à trouver vraiment sur le marché ce qui correspondait, on l'a développé. On l'a développé, mais vu qu'on l'a développé et que c'est devenu une machine assez complexe, on a un petit peu de difficulté à trouver du temps pour pouvoir avancer dessus. Donc ça fait que c'est un peu comme un side project dans l'équipe, et ça rend les choses un peu compliquées. Ouais, je vois. Moi, je suis aligné effectivement avec le fait de dire que parfois, ça sert à rien de faire les choses soi-même, prendre une solution qui existe, ou même un prestataire extérieur qui le fait à notre place. C'est aussi une manière d'avoir de l'expertise d'un coup sur un sujet, d'avoir des choses qui se font mieux. Mais tu vois, sur cet exemple très précis du routeur, parce que j'y ai été souvent confronté, je trouve qu'effectivement, le fait d'avoir essayé de le faire sans framework te permet de mieux comprendre comment le framework le fait et comment l'utiliser correctement dans ton framework, quoi. Absolument. Cette année du coup, que tu as passé enfermé, si tu pouvais revenir en arrière et refaire cette période d'apprentissage, du coup tu le ferais différemment en te disant que c'était pas la meilleure façon, ou est-ce qu'au final, comme ça t'a quand même permis d'être là où tu es aujourd'hui, tu te dirais tu sais quoi, en fait on ferait tout pareil? De toute façon, je ferais tout pareil. Ouais. Donc le problème se pose pas, mais j'aurais aimé quand même, c'est pour ça que j'essaye de faire un site où j'essaie de revenir là-dessus, mais j'arrive pas vraiment à trouver le temps de le faire, pour offrir peut-être la possibilité d'avoir une vision avec de la méthode, pour éviter de perdre ce temps, parce que moi, pour être parfaitement honnête, c'est une année qui était sympa, mais ça m'a créé aussi des dettes, parce que je travaillais pas à côté, parce que je m'enfermais, et vraiment je suis parti dans une vision enfermée pour de vrai, quoi. Et ça fait que ça m'a créé des dettes, je m'en serais bien passé et autres, mais bon, après, ça s'est passé comme ça. Alors du coup, tu as une plateforme là, qui t'est offerte. On a quand même des gens qui sont en train d'apprendre le code, qui écoutent ce podcast, ce qui montre quand même une certaine motivation, parce qu'on a parfois des conversations très, très techniques. Si tu pouvais du coup conseiller un parcours ou une façon de faire ou une méthodologie d'apprentissage, c'est quoi pour toi le meilleur moyen d'apprendre quand on est tout seul? Des projets et idéalement des projets avec des utilisateurs finaux dès le départ. Ça peut être par exemple, j'avais un ami qui était en reconversion, c'était la question de tu peux proposer à ton assistante maternelle une application pour pouvoir faire de faire la synchronisation sur comment ça s'est passé avec le petit pendant la journée ou autre. Des choses simples, juste quelque chose de simple, mais quelque chose où il y a un utilisateur final. Ça peut être dans la famille, ça peut être n'importe quoi, ou même au boulot si on n'est pas déjà dans la tech, essayer de trouver des petits projets pour se faciliter la vie, ou à la maison, mais surtout partir sur des petits projets, parce qu'il y a aussi un problème, c'est de vouloir partir sur quelque chose de trop complexe, de vouloir imaginer le top du top, et finalement on est encore en phase d'apprentissage, et même une fois qu'on aura appris, il y a des choses qu'on ne saura pas faire. Il faut l'accepter. Quand tu dis d'avoir déjà des utilisateurs finaux, c'est parce que tu penses qu'un projet dont tu es le seul utilisateur sera pas la même empreinte ou la même adhérence, on va dire? C'est surtout que tu as des gens à qui tu devras peut-être rendre des comptes. Toi, quand ils vont te demander de nouvelles fonctionnalités, déjà, ça va être des fonctionnalités qui correspondent aux besoins des utilisateurs. Et ça, c'est un peu plus sympa que d'imaginer faire des trucs, une bête hideuse à la fin, ou parce que ça te fait plaisir de les faire. Il n'y a pas de mal à ça, mais ça ne correspond pas aux besoins réels. Et là, tu vas avoir des vrais feedbacks de l'utilisateur, et tu vas pouvoir implémenter des choses qui l'intéressent. Et en plus, avec un peu de chance, ça pourrait peut-être même un side project sur lequel tu pourrais faire un peu de rond. Ouais. Donc autant en profiter. Et sur l'aspect... c'était sur l'aspect le fait de vouloir... Enfin, de se projeter direct à faire un truc hyper compliqué. Il y a quand même aussi une difficulté, mais c'est que quand tu connais pas ce métier-là, quand tu le découvres, tu commences à connaître un peu, mais les gens qui connaissent pas ce métier-là ont une incapacité à mesurer ce qui est vraiment difficile à faire dans notre métier. On a tous connu ce moment où tu as un client qui va voir et qui dit ça va, faut juste changer un bouton, c'est pas compliqué, quoi. Et en fait, le grand classique, mais les gens savent pas en fait la complexité qui est associée. Est-ce que du coup c'est pas aussi ça un problème en fait? C'est parfois tu te dis je vais refaire Facebook, et en fait tu mesures pas la complexité que c'est de faire un Facebook en fait. Complètement. C'est pour ça que là c'est vrai que c'est un peu difficile de juger de la complexité de quelque chose que tu connais pas. Mais là pour le coup je sais pas trop quoi te répondre, parce que tu vois, j'ai l'impression des fois il faut déjà être dans les circuits pour tomber sur les bons repos GitHub qui vont te donner des idées d'application. Si t'es pas dans les circuits, ça va être un peu compliqué.
Et à côté de ça, tu vas avoir des bootcamps qui vont pas t'aider parce qu'eux, ils veulent te vendre leur formation en 3 mois, t'es développeur full stack, donc ils vont pas trop t'aider. Je pense que c'est aussi peut-être ce qui va manquer, ça va être le retour des forums peut-être, ou des espaces d'échange avec de la bienveillance où on peut expliquer à un tel, bah voilà, c'est comme ça que tu pourras apprendre, c'est comme ça que tu peux découvrir la tech. Ouais. Ça existe encore quand même ces endroits, non? Je sais pas, j'ai essayé d'aller sur des forums il y a quelques temps et c'est un peu compliqué. Il y a des Discord, il y a quelques communautés comme ça, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite que les bons vieux forums PHPBB où il y avait un temps de réaction qui était plus long et qui permettait vraiment d'argumenter, d'entrer dans des discussions. Ça paraît un peu plus compliqué aujourd'hui. Ouais, je vois. Ça me fait penser, j'ai vu qui a passé il y a quelques temps, je sais plus qu'est-ce qui me racontait ça, que Stack Overflow, c'est un des plus impactés par le succès de ChatGPT. Ouais, j'ai vu passer ça. Et c'est assez fou, parce que c'est vrai que alors moi, quand j'ai découvert Stack Overflow, ça a été une révolution, en fait. C'est-à-dire que, moi, je fais comme toi, moi, j'ai commencé à Dev, c'était au siècle dernier. Moi, j'ai commencé à Dev, c'était vraiment il y a un petit moment. À l'époque, il y avait quasiment rien sur Internet. Quand j'ai commencé à découvrir quand j'ai commencé à avoir de plus en plus de réponses apparaître sur Google qui venaient de Stack Overflow, en fait, tu vois petit à petit la place que ça a pris. Et aujourd'hui, c'est indispensable, Stack Overflow. Et c'est vrai que c'était bizarre de se dire que même ce site qui me paraissait indéboulonnable et indispensable, c'est vrai qu'un acteur comme ChatGPT, en fait, c'est une aide précieuse aujourd'hui, mine de rien, pour des gens qui veulent apprendre à coder. Moi, je donne des cours chez Ada Tech School, qui est une école de développeuses, avec majoritairement des personnes en reconversion. C'est vrai que en fait, ChatGPT, c'est une super aide parce que tu trouves un bout de code que tu comprends pas, tu mets dans ChatGPT, il te l'explique. Tu veux un petit conseil sur un truc, pareil, il va te donner des conseils. Il t'écrit un premier morceau de code qui est pas forcément toujours parfait, hein, c'est pas le sujet, mais tu vois, ça fait un support d'apprentissage. Ça fait un super support d'apprentissage, quoi. Et il t'explique vachement bien les choses. Je sais pas si t'as vu aussi, là, il y a des articles qui sont en train de popper. J'ai vu que les gros titres, malheureusement. Comme quoi, apparemment, depuis l'arrivée de ChatGPT, il y aurait aussi une baisse globale de la qualité du code. Bon, je sais pas trop comment c'est mesuré, mais il y aurait une baisse globale aussi de la qualité du code. Il y a un peu ce problème aussi. Est-ce que c'est lié Est-ce qu'on a besoin d'avoir un code de plus grande qualité Après, c'est plein d'autres questions. Mais pour l'apprentissage, c'est vrai que ça aide énormément. Ouais. Oui, non, c'est clair, c'est un super outil. Hein. Du coup, donc, toi, tu as aussi appris avec PHP. Est-ce que tu penses que en 2024, maintenant, PHP est encore un bon langage à apprendre quand on est autodidacte? Oui, il est super, PHP. Mais est-ce que c'est encore aussi répandu qu'avant? Est-ce que commencer par du React ou du Node direct, c'est pas préférable aujourd'hui? Je sais pas, il y a quelques temps, je suivais la communauté Laravel parce que j'avais envie de réutiliser pour le plaisir à côté un framework un peu plus complet. Mais ça a l'air plutôt dynamique quand même. Il y a l'air d'avoir encore pas mal d'opportunités de taf dessus. Et puis c'est riche. C'est riche. J'en reviens au sujet de tout à l'heure sur le fait qu'il puisse y avoir des développeurs qui soient plus des intégrateurs qu'autre chose, ce qui n'est pas péjoratif. Mais l'avantage avec des outils comme Laravel, c'est que tu vas avoir quasiment tout déjà dedans pour gérer tes bases utilisateurs. Tu veux faire des URL signés, il y a déjà ce qu'il faut dedans. Enfin, tu as déjà tout. C'est ce que tu as besoin pour aller sur un projet et itérer rapidement. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue systématiquement. Et c'est ce qu'on a un peu vécu avec Node pendant des années. Même si là, il y a Nest qui fait un bon boulot. Vraiment, c'est top. J'aime beaucoup l'utiliser. Et puis d'autres qui commencent à popper. Mais PHP, c'est quand même ultra mature. Ouais. Il y a une maturité qui est là. Après, on va souvent parler de perf et autres, mais on n'a pas tous des applications qui se prennent des volumes de requêtes secondes monstrueux non plus. Oui, clairement, c'est un point important. On n'a pas tous besoin. Se poser la problématique des performances quand tu as 1 million de users, si tu en as vraiment besoin, bravo, mais la majorité des gens, c'est pas le cas. Ça, et oui, je suis d'accord avec toi. On a reçu il n'y a pas très longtemps, j'ai oublié tous les prénoms ce soir, c'est une catastrophe, quelqu'un de Symfony. On est venu parler du coup de Symfony où on est aujourd'hui. Il nous a parlé de Laravel aussi, bien évidemment, qu'il connaît forcément très bien. On a reçu quelqu'un de la Core Team. C'était pas Grégoire. Enfin bref, c'était un super épisode. Et oui, moi je suis d'accord avec toi, c'est un langage qui est très mature, qui reste très solide. Il y a beaucoup de choses à faire dessus. Mais il y a quand même on est au-delà de l'effet de mode, parce que ça fait quand même longtemps maintenant. Mais tu vois, Node a quand même pris une place. Aujourd'hui, je crois que la majorité des projets se lancent avec Node plutôt qu'avec PHP. Il y a un déclin de PHP qui est quand
qui est quand même là, quoi. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi Node a pris autant de terrain. Est-ce que c'était pour... Il y a eu une hype qui fait que cette hype a contaminé un petit peu tout. J'ai rien contre Node, hein, j'en ai fait pendant des années et j'aimais énormément ça. Mais est-ce que c'est une hype qui a laissé trop d'empreintes et qui fait que maintenant on en trouve énormément, ou est-ce que c'est qu'il y a un gain réel à utiliser Node? Là, c'est un peu compliqué de détricoter un petit peu pourquoi on utilise telle techno et pas une autre. À une époque, il y avait pas mal de Ruby aussi. Bon, ça s'est un peu effacé. Pourquoi il n'y a pas plus de Ruby aujourd'hui? Il y a des beaux projets qui ont commencé en Ruby. Je crois que Conto a commencé en Ruby. Ça marchait plutôt bien. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que ça va dépendre? Une boîte là où je bossais, eux, ils faisaient du Ruby. C'était parce que les mecs, ils ont appris ça à l'école. Et quand ils ont attaqué, ils sont rentrés dans la startup, ils ont fait du Ruby. Des fois, ça tient à pas grand-chose. Ouais. Ouais, Mais ce qui, pour moi, est la meilleure raison pour choisir une techno. Hein. La techno que maîtrise l'équipe, c'est la techno qu'il faut choisir pour faire un projet, quel que soit le projet, quoi. Après, sur Ruby, je crois que ce qui a pénalisé, c'est une mauvaise scalabilité horizontale. Quand tu vas avoir plusieurs serveurs en cluster, je crois que c'est ça, hein, mais je suis pas sûr. Node, moi, ce que je vois dans son succès, pour moi, il y a deux raisons. Je pense que JS, comme PHP, est un langage qui est très accessible. Et je pense que c'est aussi la raison du succès de PHP et du succès de JavaScript, c'est que c'est des langages qui sont quand même vachement accessibles. Hein, quand tu es face à un C++, un Objective-C, tu vois, qui sont quand même des langages un peu fastidieux. Et je pense que là où Node a quand même... ce qui a favorisé son succès, c'est que du coup, tu t'es retrouvé d'un coup dans un environnement où ton back était fait en JavaScript, ton front était fait en JavaScript, et du coup, c'est tout la même techno. Et donc, forcément, tu réduis ta stack, en fait, tu réduis donc ta complexité, tu t'augmentes la capacité de ton équipe à te délivrer des choses, parce qu'en fait, ton équipe, ils font tous du JS, et du coup, ils passent plus facilement d'un côté ou de l'autre. Bon, après, ça s'est beaucoup complexifié d'un côté et de l'autre, donc le pont devient difficile. Mais tu vois, pour moi, ça a été ça, un intérêt de JavaScript. Et je trouve que, tu vois, moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à conseiller les gens qui commencent en 2024, plutôt à s'orienter vers du JS, parce que tu peux faire du coup aussi bien du back que du front. Et que moi j'ai quand même l'impression, tu vois, qu'il y a... Je dis pas que c'est la fin de PHP, hein, je vous rassure, je sais que dans le chat aussi il y a des gens qui aiment beaucoup PHP. Moi aussi j'ai commencé en PHP, c'est un langage que j'aime énormément, mais aujourd'hui j'ai quand même tendance un peu à dire, je pense que JavaScript est un peu passé devant, quoi. C'est ce qu'on voit de toute façon sur le marché, le marché de l'emploi, le JS il a tout pris. C'est assez impressionnant, mais ça a aussi créé des fantasmes, ce que tu disais, le fait d'avoir du JS en front et en back. Je crois que c'était Meteor.js où tout était combiné. Ça a créé des fantasmes comme ça, à se dire qu'on pouvait tout faire en JS jusqu'aux bases de données, et ça a donné des résultats parfois un peu étranges, surtout quand il fallait intervenir derrière pour remettre les choses à plat. Il y a des travers aussi avec JS. Oui, c'est sûr. Moi, je préfère PHP à JS. Hein. Je tiens à le redire ici. Je fais partie de la team PHP. Pour revenir du coup au sujet d'autodidacte, donc tu as eu cette première année d'apprentissage. Il y a ce moment, du coup, tu commences à avoir ton premier taf et à commencer à gagner de l'argent avec, de manière très naturelle. Est-ce que tu as senti soit un syndrome de l'imposteur, donc quelque chose d'une vision très personnelle de la situation, ou est-ce que tu as senti un dénigrement de la part de personnes issues de formations, que ce soit universitaire ou école d'ingé? Est-ce que tu as senti une différence? Et si oui, est-ce qu'elle était plutôt propre à toi, ou est-ce que c'était vraiment subi par les gens? Alors sur les premières expériences, non. J'ai jamais vraiment senti ce syndrome de l'imposteur. Surtout que la première expérience, on m'a donné à peu près carte blanche sur les sujets. Alors, c'était vraiment une entreprise ultra saine où on pouvait proposer des projets tant qu'ils étaient bien packagés et ça donnait la direction dans laquelle on voulait aller. Donc c'était plutôt intéressant. Celle d'après, c'était à peu près pareil, donc il fallait tout développer, donc c'était plutôt cool, on était bien accompagnés. C'est arrivé un peu plus tard sur des sujets qui étaient un peu plus complexes, où là, à un moment donné, tu te retrouves face à des murs et tu te dis, bon, j'ai pas à être là en fait. C'est pas ma place, je comprends rien à ce que j'ai en face de moi. C'est compliqué, mais même là, tu vois, quand tu me contactes pour venir ici, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je suis pas à ma place, je devrais pas être là, je devrais être chez moi. Donc il a toujours été là. Après, j'ai toujours réussi à le combattre en prenant du recul.
Ouais. En me disant, bah, de toute façon, alors soit c'est quelque chose ça que je peux pas maîtriser et j'ai pas envie de le maîtriser. Je suis médecin généraliste, je suis pas neurologue. Là-dessus, cette partie-là, c'est pas ma partie, donc je vais pas trop m'aventurer là-dessus. Ou alors ça, bah, je peux apprendre. Je me trouve un moyen d'apprendre cette partie-là. Là, tu vois, par exemple, quand j'ai dû faire des stats, j'ai appris des stats, les rudiments, réapprendre pas mal de choses pour pouvoir faire de la data, pour pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionnait et mettre ça en application. Mais, Oui, parce qu'au final, ce sentiment d'être face à un mur et de pas savoir comment fonctionne un truc, tous les juniors passent par là à un moment. C'est-à-dire que c'est à mesure que tu apprends, en fait, où tu te confrontes à un truc, tu te dis, bah là, je sais pas. Et effectivement, il y a deux options. C'est soit c'est pas mon domaine et on refile la patate chaude à quelqu'un d'autre, soit bah, c'est mon sujet et bah, juste faut que je progresse pour passer le mur, quoi. C'est ça, il faut accepter qu'on peut pas tout faire de toute façon. On peut pas être sur tous les métiers. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire pendant des années. J'ai cru que je pouvais tout faire. Ce qui m'a amené des fois dans des situations un peu tordues, mais ce qui m'a permis aussi d'apprendre énormément de choses. Mais maintenant, j'hésite pas, si j'ai un besoin qui est très spécifique, à passer par quelqu'un qui va gérer ce besoin très spécifique, parce que c'est sa spécialité, c'est son métier. Puis en plus, j'apprendrai de ce qu'il va m'apporter. Donc finalement, j'y perds pas en réalité. Mais ce qui est le plus dur, en fait, avec le syndrome de l'imposteur, pour en avoir parlé aussi avec pas mal d'autres personnes, c'est d'arriver déjà à sortir la tête de l'eau, pour pouvoir se dire, non mais en fait, c'est pas que je suis pas à ma place, c'est juste que c'est peut-être ce sujet qui n'est pas pour moi. Ouais. C'est très dur de vraiment sortir la tête du guidon. Mais ce qui est marrant, entre guillemets, hein, je dis pas que... Mais ce qui est marrant, c'est que ce syndrome que tu évoques, tu traduis des choses que moi j'ai vécu aussi, et que je connais plein de devs qui le vivent aussi. Et en fait, pour moi, c'est inhérent en fait, à toute carrière de dev. D'un moment, tu te confrontes à un truc qui est un peu trop step up par rapport à toi, et que finalement, parfois, on a cette tendance de se dire, en tant que dev, moi je peux tout faire, je suis dev, je peux tout coder, jusqu'au jour où tu réalises qu'en fait, non, il y a beaucoup de sujets qui sont en fait d'un niveau de technique extrêmement élevé, et qu'il y a des gens qui sont spécialisés dedans, et qui les font mieux que ça. Donc cette capacité à sortir du guidon, pour moi, c'est une question de maturité, et tu vois, c'est pas lié en fait à une formation acquise de manière scolaire ou pas, quoi. Parce que t'as parfaitement des ingénieurs qui ont suivi une bonne formation, qui vont quand même avoir ce syndrome de l'imposteur. Mais le syndrome de l'imposteur, il est pas forcément, c'est pas une question de dev, c'est la vie en fait. Tu te retrouves face à un meuble Ikea trop compliqué, à un moment donné tu vas te dire, mais je peux pas le monter, c'est pas possible, je sais pas comment faire, je comprends pas. Bon, des fois il suffit juste de reprendre ses esprits, mais tu vas le retrouver dans plein de moments de la vie où tu vas te dire, non, je vais jamais y arriver. Et puis tu vois, tu parlais aussi de est-ce que cette question de se dire est-ce que je le fais faire par quelqu'un d'autre, est-ce que je refile la patate, ou est-ce que je le fais moi-même et je dois apprendre des trucs. Moi j'ai eu le cas avec des gens dans mon équipe issus de formation ingénieur, où je leur donne un taf à faire qui ne devait pas prendre longtemps parce que c'était au final assez rudimentaire, parce que le framework embedait un ensemble de fonctionnalités qui permettaient de le faire facilement. Mais je voulais laisser le junior se débrouiller et faire son truc, et puis j'arrive à la fin de la journée, et puis en fait il a recodé 3 fonctions que le framework faisait, parce qu'en fait plutôt que de chercher, il s'est dit je vais le faire moi-même. Tu vois, cette maturité, quand tu parlais de sortir la tête du guidon et de se dire tiens, je vais le filer à quelqu'un dont c'est le métier, machin et compagnie, tu vois, pour moi c'est une vraie question d'expérience. Tu vois, là j'avais un junior issu d'école d'ingénieur qui a décidé de refaire un truc qui existait déjà, parce qu'il savait pas que ça existait, il a pas cherché, tu vois, il s'est pas confronté au truc. Donc tu vois, pour moi ça c'est ce que tu décris, pour moi c'est pas du tout lié à ce que tu sois issu d'autodidacte, de filières différentes ou de filières générales. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça c'est un autre problème, c'est celui du alors c'est devenu une insulte depuis quelque temps, mais c'est le RTFM, quoi. Ouais. On oublie. En plus, maintenant, on a des docs pour la majorité des outils qui sont aux petits oignons. Là, j'étais au API Days il y a pas longtemps. Il y avait des rooms dédiés à la doc. C'était passionnant, avec des sujets sur la cognition, sur comment organiser la doc. On a des docs maintenant pour les outils qui sont aux petits oignons, et il y a plus d'excuses, quoi. On n'est plus sur la documentation de Zend. C'est plus comme ça, quoi. Ça a été quoi pour toi le déclic? À un moment, tu t'es dit, ou toi, tu as réussi à avoir cette réflexion de te dire, ok, ça en fait, c'est pas mon domaine, je sais pas faire, c'est pas grave, c'est normal, et je le refile à quelqu'un dont c'est le métier. De devoir assumer des deadlines. Quand tu dois assumer une deadline, c'était sur ma deuxième expérience où j'avais rejoint une startup qui était dans la pub aussi. C'était une régie pub mobile.
Là, j'avais l'impression vraiment d'être une fraude. J'ai pas eu le syndrome de l'imposteur vraiment, mais j'ai eu l'impression vraiment d'être une fraude parce que j'ai passé l'entretien, on m'a fait faire quelques animations en CSS et en JS. Je fais bon, d'accord. Et on m'a proposé le boulot et quand je suis arrivé, en fait, il fallait monter une régie pub, quoi. Il fallait toute la partie front et une partie serveur. Et là, en fait, j'ai dû assumer le fait qu'on avait une roadmap à respecter. Qu'il y avait il y avait des actionnaires derrière. Alors, j'avais pas contact avec eux, mais le CEO, c'était assez proche. Il fallait assumer derrière. Et à un moment donné, bon, bah, tu dois apprendre à dire, bon, là, je me ferais bien plaisir à coder là-dessus, ou je partirais bien sur quelque chose de plus complexe, mais je vais vendre déjà à la boîte quelque chose de plus réaliste et réalisable que je vais savoir faire. Et pour le reste, bah, s'il le faut, j'y passe mon week-end pour essayer de tester et voir si je peux le faire. Mais là, du coup, encore une fois, je pense que c'est peut-être ton client qui avait mal dimensionné son projet par rapport à l'équipe dont il avait besoin. C'est-à-dire qu'une régie pub, tu fais pas ça avec une personne. Enfin, tu as des boîtes en face qui ont des armées de développeurs. Ils sont en squad. Il y a des équipes front, back, machin. Enfin, tu vois, ils sont plusieurs, quoi. Pas pour une startup qui se lance. Une startup qui se lance. Même une startup qui se lance, je pense que très vite, tu vois, ils essaient de recruter plusieurs personnes pour. Tu vois, c'était peut-être aussi une question de dimensionnement, quoi. Ouais, mais moi, ça m'a permis d'apprendre. Enfin, j'ai toujours vécu. En fait, quand je vois mon expérience, je me rends compte que quasiment toutes les boîtes où j'ai le plus évolué, c'était des boîtes où il y avait une organisation chaotique. Et en fait, il y a un désavantage de l'organisation chaotique, il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a aussi un avantage, c'est que tu peux prospérer dedans. Parce qu'on t'enferme pas dans une boîte, et ça fait que tu peux prendre la place qui est disponible. Et ça fait que ça peut être hyper intéressant, surtout sur des profils qui sont multipotentiels. Moi, j'aime énormément le dev, le design, la gestion de projet, vraiment tout ce qui va autour de la tech. Donc ça fait que je me suis retrouvé dans ces situations-là où à chaque fois j'ai pu expérimenter tout ça et pas être dans un carcan où je pouvais pas en sortir. Je suis entièrement en phase. Il y a une histoire que je raconte souvent. Je sais pas si j'ai déjà raconté à ce micro. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas raconté une histoire pour la première fois. Je sais pas si tu vois qui c'est, Sheryl Sandberg, qui est l'ex numéro 2 de Facebook, qui est grosso modo une des personnes responsables de là où est Facebook aujourd'hui. C'est-à-dire que sans elle, Facebook serait clairement pas devenu l'échelle que ça a aujourd'hui. Une femme brillante qui est bardée de diplômes. Tu vois, je crois qu'elle a fait Harvard, MIT, enfin tu vois, tout machin. Et elle raconte que quand elle a commencé sa carrière, parmi les premières boîtes avec lesquelles elle a discuté, c'était notamment Google, qui à l'époque était une toute petite boîte, qu'elle a été reçue quasiment encore dans le garage, tu vois, de Google. Et donc elle est reçue par Eric Schmidt, qui était le CEO de l'époque de Google, qui du coup lui demande à la fin de l'entretien, vous en êtes où dans votre process de recrutement? Et du coup elle raconte qu'elle a eu envie d'être honnête avec ce jeune garçon qui venait d'une petite boîte qui faisait rien de particulier. Et que du coup elle a décidé d'être honnête avec lui. Elle lui a dit bah voilà, ça c'est mon tableau avec toutes les boîtes que j'ai rencontrées. Et donc il y avait Hewlett Packard, IBM, il y avait tous les grands noms de la tech de l'époque. Et elle lui montre bah voilà, Google, vous êtes en bas du tableau. Et Eric Schmidt lui a dit une phrase qui lui est restée et qui est une des raisons pour lesquelles elle a commencé à bosser avec Google, c'est qu'il lui a dit vous avez la chance, vous avez le choix entre rejoindre une entreprise comme IBM, HP, qui est effectivement une entreprise, des entreprises de renom très prestigieuses, ou une entreprise comme Google, en sachant que faut que vous sachiez que chez Google, il y a plus de choses à faire que de gens pour les faire, alors que chez IBM, c'est l'inverse. Et je trouve que cette phrase est quand même assez véridique, mine de rien. Je trouve que tu vois, il y a plein d'implications. Et moi, je suis comme toi, j'ai toujours adoré rejoindre des boîtes où il y a plus de choses à faire que de gens pour les faire. Parce que c'est là où tu vas faire plein de trucs. Et effectivement, tu vas apprendre plein de trucs, quoi. Ah, mais totalement. Et puis ça, la citation, elle est magnifique, parce que c'est vraiment exactement ça. Et c'est assez incroyable. Et puis du coup, les gens se perdent pas dans des... Parce que ce que du coup Eric Schmidt après racontait, c'est que quand tu es dans une boîte où il y a plus de gens que de choses pour les faire, c'est là où les gens commencent à essayer de protéger leur poste, à faire des guerres de pouvoir, des machins, tu vois, des espèces de complots, de machins. Et du coup, tu as une ambiance qui devient toxique, quoi. Alors que quand il y a plein de trucs à faire,
bah, tu bosses avec un peu tout le monde. Enfin, tu vois, tu bouges, quoi. T'as autre chose à faire que de te préoccuper c'est un peu comme dans tous les sujets. Dès que tu commences à avoir trop de monde, trop de richesse, au final, il y a une espèce de diabète qui se met en place. Il y a un truc qui va pas, qui est pas totalement sain. Et comme tu le dis, il commence à y avoir des gens qui protègent leur poste, qui vont faire de la politique, qui vont passer plus de temps à faire autre chose que bosser. Et ça devient vraiment tordu au final. Du coup, alors pour revenir sur cette notion de syndrome de l'imposteur, au final, de ce que je comprends, t'as jamais senti, face à des gens issus de cursus scolaires plus classiques, de condescendance ou de défaut de ta part vis-à-vis de... Alors, à moi, ça m'est jamais arrivé. J'avais eu par contre un collègue qui avait eu la gentillesse de se rendre compte que j'étais pas au point sur certains trucs, et qui m'avait donné des cours particuliers un petit peu autour d'un verre. C'était vraiment super. Alors, je l'ai pas vécu, mais par contre, j'ai un collègue qui lui l'a vécu et qui s'était fait humilier par des développeurs qui sortaient d'une école d'ingénieurs très connue, qui lui en avait mis plein la tronche. Et quand il m'en a parlé, ça m'a fait vraiment mal pour lui, mais vraiment, et même le fait d'en reparler, ça me fait encore mal pour lui, parce que je comprends pas comment on peut être aussi condescendant et aussi insultant envers son semblable. Et c'est pas parce que en fait t'as fait une école d'ingénieur que t'es supérieur. T'as un bagage, c'est indéniable, t'as un bagage, mais ça te rend pas supérieur. T'as juste des connaissances en plus. Donc essayer d'écraser les gens, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Ouais. Ça me dépasse. Ouais, je trouve ça effectivement, surtout que après on peut discuter aussi des conditions dans lesquelles certaines personnes ont réussi à accéder à une école d'ingénieur. Parfois il y a aussi une question une chance quand même, tu vois, t'es né au bon endroit, t'as eu un bon contexte qui t'a permis c'est pas toujours simplement parce que t'es meilleur que les autres. Tu rajoutes à ça cette école qui arrête pas de te dire que t'es l'élite de la nation, que t'es au-dessus de tout le monde, que t'es au-dessus de tout le monde, et forcément bah t'y crois. Soit t'y croyais déjà en arrivant, soit t'y crois en sortant, et c'est super toxique en fait comme truc. Ouais, clairement. Alors du coup, j'essaie de reprendre le fil. Donc justement cette notion de comparaison, donc on a effectivement, alors tu as eu la chance de ne pas en croiser, mais donc tu as des camarades qui ont eu l'occasion de croiser ce genre de personnalité un petit peu toxique, en contre-pied. Est-ce que, pour toi, c'est quoi les avantages de quelqu'un qui est autodidacte versus quelqu'un qui a suivi un cursus classique? Ça peut paraître bizarre, mais un des avantages d'être autodidacte, c'est de ne pas avoir le bagage de l'ingénieur et de ne pas avoir en soi une vision complexe du monde. Tu vois, c'est l'idée que nous, simples mortels, quand on regarde le ciel, c'est bleu, c'est beau, et quand certains ingénieurs regardent, eux, ils voient la diffraction de la lumière. Et donc ça fait qu'ils rendent tout complexe, et des fois on a des résultats, surtout en développement logiciel, où ils vont rendre les choses ultra complexes, sans aucune raison. Ah, je vois. Enfin, pour eux, il y a une raison, parce qu'ils ont cette vision de la complexité constante. Mais là, l'avantage, c'est que certains autodidactes, ils vont pas rentrer dans cette complexité parce qu'ils vont pas voir certains éléments de l'autre côté de la colline. Et ça fait qu'ils vont y aller en mode kiss à fond, quoi. Et ça fait que sans le vouloir, on va avoir tendance à faire les choses de manière simple, parce que c'est comme ça qu'on sait faire. Ouais. Et c'est souvent très avantageux. Mais c'est pour ça que c'est bien d'être dans des équipes où il y a plusieurs niveaux, enfin plusieurs types de cursus. Par exemple, j'ai énormément travaillé avec des gens qui sortaient de DUT. J'ai trouvé que c'était des gens qui étaient souvent extrêmement techniques, mais sans être dans une vision ultra complexe. Je me suis rendu compte de ça. Après, il y a peut-être un biais de réseau qui fait que j'ai observé ça. Mais ceux qui sortent de DUT technique ont tendance à être plus dans la simplicité, tout en restant très technique. Ouais. Et avoir une équipe avec des gens qui viennent d'un peu partout, ça aide un petit peu à remettre les choses dans le bon sens. Oui, c'est vrai que c'est vital, cette capacité à rester simple, parce que c'est vrai que quand tu te lances sur un projet qui est... parfois, on le sait, tu as des clients qui te lancent des projets un peu pharaoniques, un truc qui est un peu fat. Si tu arrives à l'adresser étape par étape de manière simple, en disant okay, on va commencer par ça et puis on verra après, plutôt que de te mettre direct des montagnes en disant... tu vois, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur Facebook. Quand tu crées ta boîte et que tu te poses déjà la problématique de faut que je crée un site qui puisse encaisser 1 million de users,
gère-en 1000 en même temps, et puis on verra après 10 000, et puis après 100 000, et on se posera peut-être la question un jour pour aller à 1 million, quoi. Complètement. De ne pas aller chercher la complexité de suite. J'aime beaucoup ta phrase, les ingénieurs ne voient pas le ciel et les nuages, ils voient la diffraction. Ils voient pas le ciel bleu, ils voient la diffraction de la lumière. J'aime beaucoup. Je la garderai. Il y a aussi un impondérable dans notre métier, c'est que il faut qu'on continue à apprendre. C'est même pas qu'on continue à apprendre, c'est qu'il faut continuer à apprendre parce que c'est indispensable dans notre métier. Il faut rester à jour. Alors clairement, écouter ce podcast est un excellent moyen de continuer à apprendre. Mais du coup, justement, toi qui es autodidacte, est-ce que tu crois que est-ce que vous avez un avantage versus toutes les personnes qui ont un cursus et que vous avez cette capacité à apprendre en vous, parce que vous vous êtes débrouillé tout seul pour apprendre, et donc tu pourrais plus facilement continuer à apprendre, là où quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir des cours magistraux se retrouve un peu comme une poule face à un couteau que tu dois apprendre tout seul, ou est-ce que tu penses que ce mode d'apprentissage solo n'est plus adapté une fois que tu commences à avoir 5, 10, 15 ans d'expérience et que du coup, il faut que tu apprennes autremment. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu vois cette continuité de l'apprentissage ? Je vois très bien la question. Quand tu débutes, il y a un avantage indéniable pour moi, pour l'ingénieur, ou quelqu'un qui sort d'un cursus technique, parce qu'il a déjà pas mal de bases et une méthode d'apprentissage. Surtout, alors là c'est pareil, il y a peut-être un pied de réseau, mais je me suis rendu compte que ceux qui avaient fait une prépa avaient aussi une capacité à assimiler l'information et à la classifier de manière assez impressionnante. Donc il y a quand même un avantage, on ne peut pas l'enlever. Après, un des avantages quand même de l'autodidacte là-dessus, comme on en a déjà parlé, c'est le fait qu'il va penser un peu différemment, il va pas être bloqué dans certaines pensées, certains processus de développement par exemple ou autre, et puis il va avoir quand même cette habitude à devoir se débrouiller tout seul. Ça, c'est quand on va débuter. Après, avec l'expérience, on a quand même tendance à se retrouver à peu près tous au même niveau. Parce qu'un ingénieur, quand ça fait 10 ans qu'il a eu son diplôme, il se retrouve à peu près dans le même niveau, à peu près les mêmes besoins, et à devoir apprendre aussi constamment et devoir se débrouiller par lui-même. Donc à un moment donné, il y a des choses qui se remettent à plat et on est tous égaux, est tous égaux là-dessus, quoi. Mais du coup, sur cette continuité à apprendre, tu vois, quand tu te compares, toi, aujourd'hui, avec tes 10 plus d'expérience, face à quelqu'un issu de l'IUT ou quelqu'un issu d'école d'ingénieur, pareil, qui a plus de 10 ans d'expérience, est-ce que tu sens que toi, tu as une facilité à aller apprendre de nouvelles choses que ces autres profils n'ont peut-être pas ou pas de la même façon ? Disons que je vais me rendre compte que j'ai moins de réticence à découvrir de nouvelles choses et que c'est surtout avec l'expérience, je vais avoir une vision un peu plus large du champ des possibles. Okay. C'est plutôt de cette partie-là que je vais voir une différence. C'est une vision un peu plus large du champ des possibles. Et toujours pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, ça peut paraître bizarre de revenir encore dessus, mais ça va apporter quand même une approche très simpliste des choses. J'aime énormément KISS, c'est quelque chose qui me semble vraiment très important. Et je vois encore des ingénieurs expérimentés qui ont du mal avec cette approche KISS. Et ça peut paraître un peu compliqué. Je vois, j'avais eu un collègue il y a quelques années qui avait eu pourtant pas mal d'expérience, mais qui avait ultra complexifié une désérialisation d'un objet. C'était un truc, mais pourquoi ? Il n'y a aucune logique derrière, à part l'approche de la complexité constante. Mais après, en termes d'avantages, sur le long terme, je vois pas trop de différence. Okay. Vraiment... Ce qui est intéressant dans l'exemple que tu prends, c'est qu'il y a aussi cette recherche. Et je ne sais pas, moi, si je pourrais la catégoriser sur certaines filières d'apprentissage, ou certains diplômes ou pas. C'est cette recherche de la beauté dans la complexité technique. Tu vas te dire, j'ai fait un truc. Tu vois, moi, un jour, j'ai eu un de mes juniors dans une équipe. Je lui avais donné une tâche. Je ne sais plus quelle était la tâche au final. Il m'avait fait un algo. Franchement, c'était beau. Il n'y avait rien à dire. C'était un beau truc. Il m'avait sorti un truc en binaire et tout. Enfin, c'était vraiment beau. Tu vois, il n'y avait rien à dire. Mais j'étais obligé de lui dire, écoute, ton truc, c'est très joli. Il n'y a rien à dire, c'est très beau. Mais en fait, ça fait tâche dans la code base globale. Et donc, en fait, c'est pas maintenable pour le reste de l'équipe. Donc, ton code, faut que tu le changes pour que ça se comporte, en fait, comme le reste du code. Mais tu vois, il y avait cette complexité technique qui rendait le truc un peu, tu vois, presque pas artistique, tu vois, mais il y avait une satisfaction, tu vois, une recherche
ouais, presque d'art, tu vois, dans le... Ah, mais il y a de l'art. Il y a clairement de l'art. Enfin, je sais pas pour toi, mais du code, alors c'est ultra subjectif, mais du code qui me paraît pas beau, ça me donne le son. Il y a un truc qui va pas. Il a besoin d'être fluide, en fait, d'être évident. Mais tu vois, quand tu parlais de cette recherche de la complexité avec ton collègue qui fait un truc de serialisation d'un objet qui est hyper complexe, tu vois, parfois il y a cette envie que tu as dû connaître aussi. Parfois tu te dis, j'ai envie de faire ça. Tu vois, il y a une espèce d'épiphanie. Complètement. Et tu te lances dans ton truc, puis après qui te regarde à côté en disant, ouais, mais so what? Mais juste, c'est beau, regarde ce que j'ai fait, quoi. Tu vois, c'est ça peut-être au final juste que ton collègue il a expérimenté, quoi. Alors là, dans son cas de figure, c'était pas ça. Ok. C'était vraiment, il était parti dans un délire, mais c'était un autre souci. Mais je vois parfaitement ce qu'il y a là-dessus. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu compliqué de devoir dire qu'on peut pas garder en fait le code en l'état. Ouais. C'est toujours un peu une étape difficile. Mais je vois parfaitement le souci, parce que c'est aussi de l'art, c'est aussi ce qu'on fait, le code. Si on faisait ça de manière purement automatique, si on n'avait pas une vision esthétique de la chose, on n'aurait pas le même plaisir, ce serait pas pareil. Et puis un chat GPT suffirait à nous remplacer. Bah absolument. Pour terminer, donc ça fait plus de 15 ans que tu fais ce métier-là. Tu as commencé ce métier, donc tu nous l'as raconté, hein, donc tu t'es enfermé chez toi pendant 1 an pour apprendre ce truc-là, parce que tu avais l'envie de bosser là-dessus, tu avais peut-être du coup aussi une image de ce métier-là. Après plus de 15 ans passés dans ce métier, est-ce qu'il y a des différences flagrantes entre ce que tu imaginais et ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait pour toi soit un message de prévention ou un message d'espoir que tu auras envie de délivrer à des gens qui sont en train d'apprendre le dev en ce moment même chez eux tout seuls et qui t'écouteraient, qui auraient envie de se dire ok, dans 15 ans à quoi faut que je m'attende? Alors avant j'avais la vision du commercial, donc tout est super simple. Je pensais que Dreamweaver c'était un logiciel où tu mettais un bouton, il y avait déjà la fonctionnalité qui était derrière, donc c'est beaucoup plus complexe. Après, s'il y a un message sur ce qu'on fait au quotidien, je suis toujours étonné de voir la bienveillance qu'il y a d'une manière générale quand même dans la tech et dans les métiers aussi techniques d'une manière générale. Parce que quand j'étais en intérim, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu tout, l'électricité, de la plomberie et autres. Et je me suis rendu compte que dans les métiers techniques, il y a quand même une forme de bienveillance qui est assez présente. Alors on peut toujours tomber sur des gars de piqueurs, on peut toujours tomber sur des abrutis, hein, comme dans un peu partout malheureusement. Mais globalement, les gens ils sont plutôt ouverts et un technicien, vu qu'il est assez souvent passionné par ce qu'il fait, il a envie de le partager. Donc les nouveaux arrivants, ils sont plutôt accueillis normalement. Ouais. Et ça, c'est plutôt vraiment sain. Et sous réserve qu'il y ait cette passion partagée. Oui, complètement. Complètement. Bah, dans quel sens tu dis ça? Dans le sens où l'apprenant qui serait pas très passionné mais qui va apprendre juste pour apprendre? Moi, je vois qu'il y a quand même... Alors déjà, j'entends la bienveillance dont tu parles, mais je me permets juste de temporiser par le fait que on est, toi et moi, des hommes blancs, et que du coup, on fait partie d'une population qui bénéficie de plus de bienveillance que d'autres populations. Je pose ça là. Après... il y a, tu vois, dans notre métier, il y a quelques années, c'était un métier, effectivement, il n'y avait que des passionnés. C'est-à-dire qu'on était entre gens passionnés par ça, donc effectivement, on se retrouvait autour d'une bière et on pouvait parler pendant 3 heures d'un algorithme, d'un machin, on était entre nous. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que c'est un métier qui paye bien, et donc il y a des gens qui viennent faire ce métier parce que c'est un métier qui paye bien, que c'est un métier qui peut s'apprendre comme tout métier, mais qui n'ont pas envie de coder quand ils rentrent chez eux le soir, tu vois, qui n'ont pas envie d'écouter ce podcast quand ils prennent le métro, parce qu'ils veulent pas se taper d'écouter encore du code, parce que pour eux, c'est un métier comme un autre, tu vois, c'est pas une passion en tant que telle. Et j'entends que quand tu as cette passion, je pense que quand tu rencontres quelqu'un de passionné, il y a une espèce de reconnaissance, tu vois, l'un envers l'autre qui se fait. Quand tu es face à des gens qui ne partagent pas cette passion, c'est pas toujours aussi facile, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je suis totalement en phase. Après, il y a des gens qui partagent pas la passion, mais ça les empêche pas d'être bons. Bien sûr.
Je pense qu'il faut accepter cette diversité d'approches. Il y a des gens qui sont pas passionnés. Hein. Je pense que t'en as vu beaucoup en recrutement. En recrutement, des fois, on a des gens, ça va être ils viennent pour le chèque. Hein. C'est un métier comme un autre. Moi, ça m'est arrivé d'en embaucher, de bosser avec. Et, finalement, c'est une manière de bosser un peu différente. On n'a pas cette obligation de la passion. Bien sûr. Après, ce qui est cool, c'est d'avoir une équipe qui comprend ça. Où tu vas avoir des gens qui vont être passionnés et qui vont pouvoir conserver leur passion, en parler entre eux, sans que ça soit pesant pour le reste de l'équipe. Et ça, c'est plutôt agréable. Ouais, j'entends. Tout à fait. Top. Merci beaucoup, Anthony, pour cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu ou une ressource que tu aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Alors, pas vraiment, c'est plutôt des livres. Moi, c'est plus les biographies de personnages historiques, surtout les conquérants que j'aime énormément, et l'histoire militaire. Donc, par exemple, le dernier que ma femme m'a offert, c'était De la guerre, sur Napoléon, qui était ultra passionnant. Et après, c'est plus la période du 19e siècle qui me passionne, parce qu'il y a eu une explosion culturelle, pas toujours dans le bon sens, mais aussi dans des sujets extrêmement intéressants, qui ont mené au monde dans lequel on vit aujourd'hui, notamment en Occident. C'est bien de voir un peu la genèse des choses, et je m'abreuve plus de ça que de contenu technique. Alors le contenu technique, j'en consomme énormément sur Spotify ou sur les autres réseaux, mais il y a plein de youtubeurs que j'aime énormément regarder. Ok, très bien. Par exemple, tu vois, dans ceux que j'ai appris, ceux qui m'ont permis d'apprendre, c'était aussi le raton laveur, Graphic Art. Ouais. Ça m'a énormément permis d'apprendre il y a longtemps. C'était énorme. Il a un contenu qui est absolument c'est inarrêtable. Il pourrait se faire un Netflix à lui tout seul. Il y a beaucoup de choses en effet. Top. La dernière question, qui est la question rituelle du podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Tabulation. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode dans son intégralité. Si vous êtes autodidacte, j'espère que ça vous a montré un peu que en fait très vite il n'y a plus aucune différence avec les autres filières, qu'il n'y a pas de raison d'avoir le moindre sentiment de l'imposteur, si vous êtes aujourd'hui tech leader, je pense que c'est aussi un message de montrer que, comme le disait Anthony, avoir des équipes diversifiées avec différents profils de différentes origines, c'est aussi ce qui apporte beaucoup plus de solidité, de richesse à une équipe. Donc n'hésitez pas aussi, en fonction de vos recrutements, à aller chercher certains profils plutôt que d'autres. Je vous remercie aussi, comme toujours, de partager ce podcast autour de vous. J'aimerais faire une mention spéciale pour Mr. Cobbs, qui a mis un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir, suite à son écoute de l'épisode sur l'architecture technique, puisqu'il nous disait, donc l'épisode 254, il nous disait qu'il y a des archis qui écoutent régulièrement ce podcast, écoute, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup Mr. Cobbs pour ce commentaire, et je vous invite tous bien évidemment à mettre des commentaires 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.